Jusqu'à maintenant, on peut considérer que la Romanche vit grâce à cet événement exceptionnel qu'a été le débarquement. Car ce site doit être préservé avec différents moyens, les moyens historiques, les moyens de mémoire et les moyens aussi, il faut le dire, commerciaux touristiques, parce que le tourisme vient lorsqu'il a un but. Et le but de venir à Romanche, c'est ce site exceptionnel que l'on a, ces pontons, ces vestiges, cette mer. Vous savez, des gens sont venus mourir sur nos plages. Le Bessin, la Normandie, a vu arriver tous ces hommes. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se doit de maintenir un devoir de mémoire afin que les jeunesses futures ne les oublient pas. Lorsque l'on visite la petite station balnéaire d'Arromanches, on a peine à imaginer qu'ici même a été construit le plus formidable port artificiel jamais réalisé au monde, dont vous voyez encore là les vestiges sous la forme de ces caissons immergés à 2 km au large. Et oui, le pari était le suivant. Comment construire en Angleterre en 6 mois un port artificiel, un mécano de 500 pièces, lui faire traverser la Manche, l'installer ici en 8 jours, le faire fonctionner pendant 6 mois pour décharger 10 millions de tonnes de matériel. Quelque chose d'insensé, d'inouï, mais qui a été la clé de la victoire. Juin 40, encerclés, acculés à la mer, 250 000 hommes du corps expéditionnaire britannique ainsi que les lambeaux de l'armée française tentent de s'embarquer par tous les moyens pour l'Angleterre. Sur les plages, les forces alliées abandonnent tout. 82 000 véhicules, 2500 canons et plusieurs centaines de chars qui tombent entre les mains de l'ennemi. Un vrai désastre. Curieusement, Hitler ne donne pas l'assaut final, espérant sans doute que l'Angleterre négociera. De l'autre côté de la Manche, un homme tout juste nommé Premier ministre, Sir Winston Churchill, contemple le désastre. Il sait que pour revenir sur le continent, il faudra développer de nouveaux moyens techniques, posséder de nouveaux armements. Il sait que ce sera long. Entre-temps, la France capitule. L'Angleterre s'attend à un débarquement allemand et entre dans la résistance. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le coût. Nous combattrons sur les plages, dans les terres, dans les campagnes, dans les rues, sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Le 12 août, l'enfer se déchaîne. Mais une invention allait changer le cours des événements. Le radar. Si l'invention est française, c'est à un Britannique, Sir Watson Watt, que l'on doit la première chaîne de détection sur les côtes anglaises. Et curieusement, les Allemands n'y ont pas cru. Résultat, prévenus de l'arrivée des vagues de bombardiers allemands, les aviateurs anglais mettent au point la technique du harcèlement. Et côté allemand, c'est l'hécatombe. 5 semaines après le début de l'offensive, Hitler renonce donc à envahir l'Angleterre. Les Allemands ont perdu la bataille des airs et Churchill pousse un ouf et peut désormais se consacrer à la reconquête du continent, aidé en cela par le fait qu'Hitler se détourne de l'Angleterre pour concentrer ses divisions vers la Russie. Mais le vieux lion est têtu, il n'a qu'une obsession, franchir la Manche pour revenir sur le continent. Et pour cela, il faut mettre au point de nouvelles techniques, de nouveaux matériels, et d'abord créer de nouvelles structures. 5 juillet 40,
c'est la création du commandement des opérations combinées, dont il confie la direction à Lord Mountbatten. À la même époque, il commande des recherches en laboratoire sur de nouveaux brise-lames. Et il lance des opérations commando en Norvège, aux îles Lofoten et au Spitsberg. Et apparemment, ce sont des coups d'épingle dans la carapace nazie. En fait, derrière ce que les témoins de l'époque ont pris pour des opérations suicides, se dissimule le moyen de tester grandeur nature de nouveaux matériels, comme les futures péniches de débarquement. En résumé, si la volonté politique y est, les moyens techniques font cruellement défaut. Churchill et Lord Mountbatten, nouvellement nommés, créent le TN5, un département de transport au sein du ministère des Armées, dont il confie la direction au génial Major Bruce White. Mais les choses piétinent. Le 30 mai 1942, le vieux lion pique une colère dont il a le secret et envoie à Lord Mountbatten une note désormais célèbre. Les quais doivent monter et descendre avec la marée. Le problème de l'ancrage doit être maîtrisé. Trouvez-moi la meilleure des solutions, ne discutez pas la question. Les difficultés viendront d'elles-mêmes. Et le 19 août 1942, Lord Mountbatten, toujours lui, lance une opération d'envergure sur les plages de Dieppe, histoire de vérifier si les théories de Churchill sont exactes. Nom de code, Jubilé. « 4h30, c'est le début de l'assaut. Mauvaise préparation, absence de coordination dans les unités, absence de bombardement préalable par l'aviation, puis par les navires au large, absence de commandos parachutés pour neutraliser sur les flancs les batteries allemandes. Bref, tout cela explique que l'opération Commando tournera au cauchemar. Les Canadiens du Royal Régiment inexpérimentés sont fauchés sur les plages. Quant aux chars Churchill, bien trop lourds, la plupart s'enlisent dans les galets. Et ceux qui arrivent à franchir les obstacles en béton, ils sont détruits par les canons anti-chars. Et à 13h30, 9 heures après le début de l'opération, les combats s'arrêtent. Rares furent ceux qui purent réembarquer. Le bilan est effrayant. Sur 6000 hommes, 4300 furent tués et le reste blessés, prisonniers ou disparus. Par-delà cet échec, car c'était un formidable échec, Dieppe a tout de même été riche d'enseignements et a changé le cours des choses. Tout d'abord, il est paru évident que l'on ne pouvait pas prendre un port de face. Il était trop bien défendu et trop coûteux en hommes, et surtout c'était beaucoup trop long. Et si on allait sur une plage, eh bien il fallait développer de nouvelles technologies qui à l'époque, je vous le rappelle, n'existaient pas. Le deuxième enseignement de Dieppe était que si on allait sur une plage, vous voyez, comme celle-ci, il fallait avoir du sable dur et non pas des galets dans lesquels, à Dieppe, les chars se sont enlisés. Enfin, le troisième enseignement capital est que si on arrivait sur une plage, il fallait immédiatement derrière que l'on apporte des vivres, des hommes, du matériel, des munitions pour consolider la tête de pont. Et comme on est sur une plage, eh bien, il fallait, 1, des bateaux capables de s'échouer, et 2, immédiatement installer au large quelque chose d'entièrement nouveau pour l'époque, c'est-à-dire un port artificiel. Et cette idée, eh bien, on la doit à Sir Hugh Hawley. C'est lui qui est le premier à exprimer le concept de port artificiel. Cette idée a été reprise par, bien sûr, Winston Churchill, qui l'avait déjà pressenti dès 1941, et surtout qui a dit, en 1942, il faut que les jetées soient flottantes et suivent la marée. Et enfin, Lord Mountbatten, eh bien, a été chargé, je voudrais dire, de mettre cela en musique et de lancer les premières études. Durant 3 mois, tout ce que l'Angleterre compte de bureaux d'études civils et militaires se mobilise. Les projets les plus insensés voient le jour. Et nous les avons retrouvés dans les archives du musée de Portsmouth. Mais sur la dizaine de projets retenus, seulement 3 sont sélectionnés, leur construction lancée dans le plus grand secret. En seulement 4 mois dans les chantiers navals de Glasgow, on construit la première tête de pont. Une plateforme en acier de 1000 tonnes baptisée Winnie, sans doute en hommage à Sir Winston. À Conway, au nord du Pays de Galles, sur un terrain de golf, on a fabriqué cet étrange échafaudage. Quelque chose de monstrueux. Un flotteur en béton de 61 mètres de long, 9 mètres de haut, pesant 3200 tonnes et surmonté par une structure métallique. Le tout pesant 6000 tonnes, aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. James Evans, historienne, a retrouvé ces 3 projets.
Le premier projet avait été surnommé le gâteau roulé. Il avait été mis au point par un certain Ronald Hamilton. Dans l'idéal, on pouvait l'étendre sur l'eau depuis une tête de pont et le dérouler jusqu'à la terre. En un mot, il s'agit d'une route flottante constituée de lattes de bois reliées par des câbles d'acier noyés dans une toile caoutchoutée. Posée sur l'eau, elle flotte. En théorie, elle doit supporter le poids d'une troupe et même accepter le passage de véhicules légers. En pratique, le résultat fut décevant. Le second projet était connu sous le nom de Hippo. C'était un immense caisson en béton surmonté d'une passerelle métallique. Et une fois que tous les éléments étaient assemblés, cela formait une route pour les véhicules. On les appelait crocodiles. Le principe est le suivant. Comme les bateaux doivent rester à près de 2 km au large, on va fabriquer de toutes pièces une route au-dessus de la mer. Bref, un gigantesque viaduc. Chaque pile est constituée d'un énorme socle en béton surmonté d'une structure métallique. Le tablier sur lequel rouleront les véhicules est une poutre en acier. Bref, colossal, d'où son surnom de Hippo. Le troisième projet retenu est plus astucieux. Il s'agit tout simplement de réaliser une installation entièrement flottante. Autrement dit, qui monte et descend avec la marée. Un concept révolutionnaire pour l'époque. L'élément central, autrement dit le quai où s'amarrent les bateaux, est constitué d'un énorme caisson métallique de 60 mètres de long, 18 mètres de large et 3 mètres d'épaisseur. Il est juché sur 4 gigantesques pieds métalliques de 30 mètres de long, pesant 30 tonnes et reposant sur le fond de la mer. Par un système de treuils et de câbles, le caisson monte et descend le long de ses 4 pieds au gré des marées. C'est cela le trait de génie de Bruce White, qui se souvenait d'avoir vu ce système sur une drague aux Caraïbes dans les années 20. Juchée sur ses 3 pattes, elle avait été la seule à survivre à une tempête à Valparaiso. Restait à relier la tête de pont à la côte. Bruce White a eu l'idée d'une route flottante, constituée d'une série de flotteurs reliés 2 par 2 par un ponton métallique de 25 mètres de long pesant 28 tonnes. Les flotteurs également sont gigantesques. Ce sont des caissons pesant 16 tonnes et construits en acier. Pour des raisons d'économie, ils furent par la suite construits en béton. Les pontons métalliques portent 2 chemins de roulement pour les véhicules. Restait à résoudre les problèmes délicats posés par les marées, la houle et les courants. À marée basse, une partie des flotteurs repose sur le sable. L'ensemble ponton-flotteur se comporte comme une chaîne articulée d'1 kilomètre de long et 3 mètres de large qui doit suivre les oscillations de la houle sans se désarticuler. Et c'est là où les ingénieurs anglais ont fait preuve d'ingéniosité. À chaque extrémité d'un ponton, une calotte sphérique, autrement dit, une articulation à rotule. Un ponton vient s'appuyer sur l'autre par l'intermédiaire d'un jeu de rotules mâle-femelle. Et l'ensemble vient prendre appui sur le flotteur, toujours par l'intermédiaire d'une rotule. Afin de contrôler les mouvements, 2 brides empêchent les rotules de se déboîter. Et un jeu de câbles relie les pontons entre eux et les pontons au flotteur. Enfin, une biellette de liaison entre le dessous du ponton et le flotteur évite que celui-ci oscille indépendamment du ponton. Astucieux. Résultat, on forme une sorte de colonne vertébrale. Plus redoutable les problèmes posés par la houle de travers et les courants côtiers. Là encore, les ingénieurs anglais ont fait preuve d'imagination en concevant un système d'ancrage. Chaque flotteur est maintenu de part et d'autre par une ancre fixée au bout d'un câble de 500 mètres de long. Restait donc maintenant à tester grandeur nature les 3 prototypes, dans des conditions aussi proches que possible de celles du débarquement en Normandie. Il fallait un endroit, disons, assez secret, assez isolé, loin des regards ennemis. Un endroit relié par une ligne de chemin de fer à l'extérieur, car il fallait transporter de gros éléments métalliques. Et là, les Anglais ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Ils ont sélectionné un site,
le port de Galveston. Galveston, c'est un petit port de 350 habitants perdu au fond d'une immense baie au sud-ouest de l'Écosse. Mais à Galveston, les marées ont la même amplitude qu'en Normandie. Les plages ont la même forme et le sable y a la même consistance. Bref, un endroit idéal, isolé, pour tester dans le plus grand secret les prototypes du débarquement. Secret? Pas tant que cela, puisque Fraser Evans a tout observé depuis sa ferme. Comme vous pouvez le voir, d'ici on aperçoit tout le port de Galveston. La première chose dont je me souvienne, c'était ces bateaux à vapeur qui remorquaient toutes sortes de choses. On ne savait pas du tout à quoi cela pouvait servir. Ensuite, l'armée est arrivée. La région entière a été mobilisée et les soldats ont été logés dans les environs. Puis ils ont commencé à assembler les routes flottantes. Ensuite, on a vu débarquer les Américains avec leurs Seabees, l'équivalent de nos ingénieurs anglais. Ils étaient là pour former les hommes à assembler et à démonter les routes flottantes. Alors bien sûr, en nous-mêmes, on a senti que quelque chose de terriblement important se passait. À proximité de Galveston, la plage de Carn Head au bout du chemin qui mène à la ferme du même nom. C'est là que les militaires ont testé les jetées et routes flottantes. Cette piste servait à l'armée. C'était très animé. Il y avait des chars, des camions. Ça n'arrêtait pas. Ils allaient dans la baie, un peu plus bas, où l'on effectuait des tests sur les jetées flottantes et toutes sortes d'équipements. Toute la zone était fermée. Quand on y accédait, on découvrait tout un tas d'équipements, de bateaux. Il y avait des dizaines de soldats, mais personne ne savait à quoi cela allait servir. On n'avait aucune idée. C'était un mystère, comme beaucoup de choses à cette époque. Seul vestige de cette époque historique, un flotteur en béton abandonné sur la plage. Plus loin, sur une autre plage, à Rick Bay, les vestiges de l'énorme installation que fut le Hippo. Les caissons en béton mesuraient 40 mètres de long, 15 mètres de large, 9 mètres de haut, et l'ensemble pesait 3200 tonnes, auxquelles il fallait ajouter 3000 tonnes de structures métalliques. Mais cet ensemble se révéla délicat à installer et surtout vulnérable aux tempêtes. Côté Swiss Roll, le fameux gâteau roulé, ce fut également la déception. Si le tapis magique, comme l'appelaient les pêcheurs, supportait le poids des hommes, il s'enfonçait dans l'eau sous la charge des véhicules. Et c'est la météo qui finalement a eu le dernier mot avec une terrible tempête. Des vents à 100 km/h, des vagues de 4 mètres de haut qui sollicitaient durement les structures métalliques. À cette époque, les pontons étaient à Carn Head, qui était un endroit beaucoup plus exposé. On y testait les ancrages, les têtes de pont, les routes flottantes. Et on entendait les passerelles se tordre et grincer dans la tempête. Et le seul équipement qui a survécu à la tempête fut le prototype de la tête de pont. Cela a tranché la question. L'un est idéal, les autres étaient simplement bons. Et la décision a été prise tard de construire 24 têtes de pont. Grâce à cette tempête de juin 43 à Galveston, on a compris l'intérêt d'un bon ancrage et la nécessité d'installer des brise-lames. Après de nombreux tests, le choix s'est porté finalement sur d'énormes flotteurs en acier en forme de croix, de 8 mètres de haut, 60 mètres de long et remplis de 2000 tonnes d'eau. Ancrés par 20 mètres de profondeur, ils sont alignés, espacés de 15 mètres et reliés entre eux par une chaîne. Pour briser la houle, la Royal Navy a eu l'idée d'étudier la fabrication d'énormes caissons en béton qui reprenaient le principe de base des flotteurs du Hippo. Placés bout à bout, ils formeraient ainsi une digue artificielle. C'est le projet Monolith. Leur dimension laisse rêveur. Pour les plus gros, 62 mètres de long, 19 mètres de large, 18 mètres de haut et une masse colossale de 7470 tonnes. En somme, c'est un immeuble de 6 étages qui flotte sur l'eau lors de sa construction et de son remorquage. À l'intérieur, les cloisons forment 22 alvéoles. Des vannes permettent l'arrivée de l'eau de mer afin de l'écouler sur le fond. Sur le dessus,
un poste de DCA. En fonction de la profondeur de la mer, 7 modèles de caissons ont été étudiés, le plus petit pesant tout de même 1700 tonnes. Si l'idée d'un débarquement était maintenant acceptée par l'état-major des forces alliées, restait à trouver le site. Et là, on hésitait encore au printemps 43, où on pensait, pourquoi pas, la Norvège, l'Espagne, les Anglais préféraient les Balkans, les Américains préféraient les côtes normandes. Pourquoi? Eh bien parce que, 1, on était en face de l'Angleterre, ce qui est tout de même commode, et 2, on était quasiment à mi-chemin entre les 2 ports à prendre, Cherbourg et Le Havre, et puis on était assez proche de Paris. Bref, ce n'est qu'en juin 43 que Morgan, le chef d'état-major commandant les forces suprêmes, a fait le choix de la Normandie. Ça a été d'abord limité à 3 sites qui ont été portés à la suite 5. C'est-à-dire 5 divisions sur 5 plages sur un front de 80 km. Voilà le choix qui a été fait. Mais restait, vous l'imaginez bien, la grande inconnue, quel était l'état des défenses allemandes sur ces plages normandes? Des défenses, comme vous le voyez, avec ce canon, redoutable canon, derrière moi, et ça porte un nom, le mur de l'Atlantique. Mur, pas précisément, plutôt une série de nids de résistance de fortifications tout au long des 4000 km de côte, des Pays-Bas jusqu'à la frontière espagnole. Bref, près de 10 000 ouvrages, un chantier gigantesque dans le cadre de l'opération Todt qui nécessita 1 million de mètres cubes de béton et une main-d'œuvre de 300 000 personnes. Bien que spectaculaire, l'ensemble était disparate, puisque l'armée de terre et la marine se disputaient l'équipement en canons de tout calibre. Enfin, fort heureusement pour les Alliés, seuls les ports étaient très fortifiés. Les plages étaient médiocrement défendues. C'est ce qu'a noté le maréchal Rommel dès janvier 1944, lorsqu'il fut chargé de la défense de cette partie de la côte. Lui seul était persuadé que s'il y avait débarquement, ce ne serait ni dans un port, ni dans le Pas-de-Calais, mais bel et bien sur les plages de Normandie. Champs de mines, obstacles anti-chars, pieux minés sur la plage, murs anti-chars. L'imagination de Rommel n'avait pas de limite. Mais il était déjà trop tard, car le temps pressait. Nous sommes en août 1943, à moins d'1 an du débarquement. Ottawa au Québec. Roosevelt et Churchill approuvent enfin le plan du débarquement présenté par Morgan et Mountbatten. Ce sera l'opération Overlord. Le commandement suprême est confié à un Américain, le général Eisenhower. Overlord, c'est un plan d'assaut sur 5 plages normandes, avec pour la première fois dans l'histoire militaire, la construction de 2 ports artificiels indispensables pour soutenir en logistique les forces débarquées. Le premier devant Saint-Laurent-sur-Mer pour le secteur américain, le deuxième devant Arromanches pour le secteur anglais. Omaha, c'est 5 km de plage de sable fin au pied des falaises, de 50 à 60 mètres de haut, solidement défendues. Mais c'est le seul point de débarquement possible entre la première armée américaine à Utah et la deuxième armée britannique à Gould. Arromanches, c'est tout l'inverse d'Omaha. C'est un ancien port de pêche, 1 kilomètre de plage coincé entre 2 falaises et surtout mal défendu. Il y avait une toute petite garnison d'hommes qui surtout défendaient 2 radars qui étaient braqués sur l'Angleterre et qui avaient une portée de 100 km pour un, 80 km pour l'autre, mais qui étaient très facilement brouillables, donc peu fiables. Et il y avait un élément de défense qui était sur le site même, dans ces casemates qu'on voit là-bas, où il y avait des canons de 75 allemands, quelques canons, un aussi où se trouve le char Berry au bac un tout petit peu plus bas, et où il y avait 3 mitrailleuses lourdes qui défendaient le site. En bas, des mines, un champ de mines bien sûr, comme sur toute la côte, tout était infesté de mines. Ça y est, la machine de guerre est enfin lancée. C'est le feu vert pour le débarquement et la construction des 2 ports artificiels. Les plans sont arrêtés. Les maquettes d'une précision étonnante sont réalisées afin d'entraîner le personnel. Il ne reste que 8 mois avant la date présumée du débarquement fixée au mois de mai pour construire un mécano de 500 pièces pesant 1 demi-million de tonnes. Le principe est le suivant. Au large, à 5 km, une rangée de brise-lames constituée par des bombardons. À 2 km de la plage, une digue artificielle constituée de bateaux coulés et de caissons en béton.
Résultat, un plan d'eau de 500 hectares, l'équivalent de 1000 terrains de football, capable de recevoir 7000 tonnes de marchandises chaque jour. À l'intérieur de cette zone tranquille, des quais de déchargement flottants. Ils sont reliés à la côte par un système de routes flottantes de près d'1 kilomètre de long. Bref, quelque chose d'insensé, un vrai défi technique et surtout une course contre la montre, car tout doit être prêt dans 6 mois. Le vice-amiral Tennant est nommé responsable de la logistique de l'opération Ports Artificiels. Il a sous ses ordres 500 officiers et 10 000 hommes. Dès septembre 1943, il a choisi les 400 entreprises et la dizaine de sites de construction. Le 4 octobre, le choix des types de caissons en béton est arrêté. Nom de code, Phoenix, car le secret doit être bien gardé. En fait, au hasard d'une visite dans un bureau de l'amirauté, Bruce White découvre que le dossier le plus secret de la Deuxième Guerre mondiale traîne sur les bureaux sous l'étiquette « Ports artificiels ». Pour brouiller les pistes, on prend le dernier nom sur une liste de code. Mulberry Murier. Peut-être parce que cet arbre pousse très vite. Vite, oui, il faut aller très vite. Et surtout, mobiliser toutes les forces d'un pays en guerre. Il faut recruter 40 à 50 000 ouvriers, les loger, les nourrir. Et ce, au nez et à la barbe des Allemands. À chaque région, sa spécificité. Les 22 quais flottants sont presque tous construits en Écosse sur les rives de la Clyde, près de Glasgow, à Leith, près d'Édimbourg, et à Conway, au Pays de Galles. Mais comme cela n'allait pas assez vite, on décida d'en construire 4 à Cairnryan. Cairnryan, c'était à l'époque un petit port de pêche tapi au fond d'une immense baie, loin des regards ennemis. Les Anglais en ont fait un port militaire où arrivèrent les troupes et le matériel américain. De cette immense activité, il ne reste aujourd'hui que des quais abandonnés. À l'extrémité de la plage, directement sur les galets, ils ont improvisé un chantier de construction dont on retrouve encore les vestiges. Et voici le même site il y a 60 ans, incroyable. Oser construire à même la plage des caissons pesant 1000 tonnes. Et le plus étonnant est la manière dont ces énormes plateformes d'acier étaient mises à l'eau. Pour les routes flottantes, même tactique. On mobilise d'abord les ports et les chantiers navals de Old Kilpatrick près de Glasgow, à Leith près d'Édimbourg et à Marchwood dans la baie de Southampton. Mais comme il faut en construire près de 10 km, on improvise. On les assemble à même la plage, ici à Southsea, une station balnéaire au sud de l'Angleterre, près de Portsmouth. Plus incroyable encore, la rivière Beaulieu. On a peine à imaginer que sur ces berges, ici même il y a 60 ans, on assemblait des structures métalliques. Pour la construction des 460 flotteurs, le centre de production principal était à Barrow-in-Furness en Angleterre, dans un endroit isolé. Mais pour faire face à la demande pressante, on a réquisitionné les plages, comme ici, à Cairnryan. 60 ans après, il ne reste que ces flotteurs à jamais oubliés. Mais le plus insensé dans la construction des éléments des 2 ports artificiels a été la fabrication des énormes caissons en béton appelés Phoenix. 6 mois pour couler 275 000 mètres cubes de béton, soit 600 000 tonnes de ferraille et 31 000 tonnes d'acier, et monter des coffrages qui auraient pu contenir des immeubles de 6 étages. Bref, près de 45 000 personnes ont travaillé ainsi jour et nuit, par tous les temps, sur de gigantesques chantiers. Vous imaginez bien que la construction de 147 blocs de béton, dans un premier temps, puisqu'au total, il y en a eu 212, a mobilisé tous les moyens possibles dans le sud de l'Angleterre. Tenez, un exemple, regardez. Là, nous sommes sur l'île de Ealing, sud de l'Angleterre. Voici le document de l'époque. Vous reconnaissez, là, l'auberge qui se trouve là-bas au fond. Elle est toujours à la même place. Là où il y a le camion, la route, c'est celle-ci. Mais regardez bien, le long de la plage, là où il y a la butte actuellement, eh bien ce n'était qu'un gigantesque chantier. On a construit l'un derrière l'autre 4 énormes Phoenix. Et une fois que ces caissons étaient partiellement achevés, lorsqu'ils pesaient 2000 tonnes, ils étaient capables de flotter, eh bien on les faisait glisser le long de plans inclinés dont on trouve encore la trace ici, sur cette plage.
Mais parfois, l'opération tournait à la catastrophe. Témoin, ce phénix qui s'est cassé au moment de la mise à l'eau dans la baie d'Eiling. À Stock Bay, sur ce qui est aujourd'hui une plage ensoleillée, en face de l'île de White, on a construit 14 caissons. De l'autre côté de la rivière Southampton, une autre plage, Stone Point, qui a connu, il y a 60 ans, une intense activité avec la construction de 8 caissons. Aujourd'hui, sur la plage, on voit encore les vestiges de cet immense chantier. Mais la plus grande partie, près des 2/3, a été construite dans les ports, Portsmouth, Southampton et surtout Londres. Là, dans l'urgence, on a fait feu de tout bois. Dans les cales sèches, dans les docks, sous les docks flottants et même dans des bassins creusés à même les rives de la Tamise. Outre la performance technique, le plus surprenant est le fait que le secret a été bien gardé. Je crois que le trait de génie, c'est d'avoir multiplié en Grande-Bretagne les lieux où étaient construites les différentes pièces du port. Et personne n'avait une vue globale du projet. Personne ne pouvait deviner le but exact. À la fin, certains ont dû se dire « Mon Dieu, cela flotte, cela doit aller dans l'eau ». Et effectivement, cela a été un art que de conserver un tel secret. Bon, ici, à Galveston, c'était la guerre. Il y avait bien des soldats qui s'activaient à faire quelque chose, mais on n'aurait pas pu deviner ce qu'ils faisaient au juste. Moi, j'avais un ami qui travaillait sur cette opération. Eh bien, je l'ignorais. Je ne lui ai jamais parlé de ce que je faisais, et lui non plus. Même mes parents l'ignoraient. Pendant que le sud de l'Angleterre prend les allures d'un gigantesque chantier, les autorités se préoccupent de l'état des sites où vont être installés les deux ports. C'est la course au renseignement. Et là, tous les moyens sont bons. Le plus classique, la photo aérienne. Voici à Romanche, un mois avant le débarquement. Le plus astucieux des moyens, un concours de cartes postales. La grande idée, ça a été de lancer à la BBC un appel, quelque temps avant le débarquement. On demandait aux gens d'envoyer des cartes postales et des photos de vacances de la région normande. Cela peut paraître incongru, mais avec des photos comme celle-ci, on peut apercevoir les gens dans l'eau. Et cela vous donne des indices sur la profondeur de l'eau à cet endroit. On peut recueillir des détails sur la nature du sol. On peut également voir s'il y a un accès direct à la plage. Bref, aussi curieux que cela puisse sembler, ces photos ont fourni quantité d'informations. Enfin, le plus osé, avec ces mini-sous-marins qui venaient la nuit sur les plages où l'équipage prélevait des échantillons de sable afin d'analyser la consistance. Janvier 1944, pendant que l'on fabrique les 500 pièces du gigantesque mécano, les Américains transforment le sud de l'Angleterre en base avancée. Sur mer, c'est un véritable pont flottant entre les États-Unis et l'Angleterre, dira Roosevelt. L'invention du sonar en effet changé le cours de l'histoire, puisque l'Allemagne perd 90% de sa flotte sous-marine. Désormais, les convois ne sont plus harcelés.
Nous sommes maintenant à 5 semaines du débarquement. Autrement dit, les choses s'accélèrent et notamment une grande partie des troupes américaines quittent leur camp militaire pour venir s'installer dans le sud de l'Angleterre, près des lieux d'embarquement. Et on procède à d'ultimes répétitions dans le cadre de l'opération Fabius, autrement dit des simulations de débarquement sur des plages. Et dans le cadre de l'une de ces opérations, le 27 avril 1944, à seulement 5 semaines du débarquement, un convoi de 8 péniches de débarquement de 5000 tonnes américaines, quittant le port de Plymouth pour venir répéter ici, sur cette plage de Stratton, dans le sud de l'Angleterre, eh bien ce convoi est intercepté, repéré par 8 vedettes lance-torpilles allemandes en provenance de Cherbourg. Les vedettes lance-torpilles, 2 navires sont touchés et coulent, l'un se retourne, 650 morts, mais surtout, manquent à l'appel 10 officiers qui portent dans leur maille ouest une partie des plans de l'opération Neptune, autrement dit de la formidable armada qui doit arriver le 6 juin 1944 sur les plages. Vous imaginez la stupéfaction des autorités alliées. Et fort heureusement, les 10 corps sont retrouvés, l'opération Overlord peut avoir lieu. À raison de 200 000 hommes par mois, c'est donc près d'1,5 million d'Américains qui vont s'installer ainsi dans le sud de l'Angleterre avec une formidable armada. Une débauche de matériel, 130 000 véhicules, 5 millions de tonnes d'équipements et de munitions, 43 hôpitaux mobiles, 50 ateliers de maintenance, bref, du jamais vu. Le rouleau compresseur de l'industrie américaine est lancé. Mai 44, les derniers préparatifs. Les 500 pièces du gigantesque mécano Mulberry sont rassemblées dans le sud de l'Angleterre. Les énormes caissons Phoenix sont remorqués et stockés à Sisley et Dungeness. Les têtes de pont également à Sisley et Dungeness, et aussi dans la baie de Southampton, où on aligne les éléments de la route flottante. Enfin, les bombardons à Portland. Et c'est l'attente du jour J, le D-Day. 17 mai 44, Southwick House près de Portsmouth. C'est là qu'Eisenhower a installé le QG de l'opération Overlord. Ce jour-là, on arrête la date définitive du débarquement. Il doit impérativement avoir lieu à l'aube, 3 heures avant la marée haute. Et on hésite entre le 5, 6 et 7 juin. Finalement, ce sera le 5. En fait, celui qui tient la décision entre ses mains est le colonel Stagg, chef du bureau météorologique. Il est pessimiste. Juin 44 est pourri. 31 mai 44, les troupes convergent vers la dizaine de points d'embarquement. « 2 juin 44, on commence à embarquer les matériels lourds à bord des LST. C'est le début de l'opération Neptune. Une étonnante machine logistique qui va devoir gérer les mouvements de 4300 navires spécialement conçus pour le débarquement, auxquels il convient d'ajouter tous les bâtiments de guerre. Bref, une armada de 5700 navires de toute taille qu'il va falloir coordonner depuis un PC installé dans les sous-sols de Southwick House. Chaque bâtiment a un numéro, chaque bâtiment a sa place. À la queue leu-leu, ils doivent naviguer dans des chenaux préalablement dragués. « 3 juin 44, on embarque les troupes qui vont enfin connaître leur mission. Mais côté météo, cela ne s'arrange pas, à tel point que les Allemands ne s'intéressent plus au débarquement. J'avais le sentiment que les Allemands pensaient qu'une fois le 1er juin passé, le débarquement est terminé à l'année prochaine. C'est pour ça qu'ils se faisaient des concerts, que Rommel était parti en Allemagne, et je crois qu'ils n'y croyaient plus. 4 juin 1944, 3 heures du matin, Eisenhower repousse la date du débarquement au 6 juin. Commence alors une longue journée d'attente pour les hommes à bord des navires. Côté météo, une éclaircie est annoncée pour le 6. D-Day sera donc bien le 6 juin. Et la machine Overlord se met en route. Briefing, ordre de mission et bénédiction. « 5 juin 44, 17 heures.
la formidable armada s'élance pour traverser la Manche et prendre pied sur les plages de Normandie. « 6 juin 44 à l'aube. Des images inoubliables. Et à terre, quelques témoins se souviennent. Vers 5 heures, le jour commençait à se lever, là, au mois de juin. Les bombardements se sont calmés. Et les habitants sont sortis un peu voir. À 300 mètres de la mer, je suis monté sur un petit mur et là, j'ai eu la vision de ma vie, cette mer pleine de bateaux. Dans tous les sens, il y avait des bateaux qui déchargeaient sur les plages leur cargaison de chars et de camions, forcément, pour prendre la direction des terres, pour l'approvisionnement en munitions et en matériel. Eh oui, le débarquement est avant tout une course de vitesse contre l'ennemi. Le 6 juin, c'est 156 000 hommes qui prennent pied sur 5 têtes de pont. C'est aussi 20 000 véhicules et 10 000 tonnes de matériel qui sortent des soutes des LST échoués sur les plages. Mais pour que l'opération réussisse, il va falloir débarquer chaque jour une division supplémentaire, soit plus de 10 000 hommes, 8 à 10 000 tonnes de matériel et 2 000 véhicules. Et c'est là où les Mulberry vont jouer leur rôle décisif. Ils doivent être installés au plus vite, un vrai défi technique. Retour en arrière, 6 juin 44, fin d'après-midi. 45 vieux bâtiments quittent la rade de Poole au sud de l'Angleterre, direction les côtes de la Manche où ils vont être sacrifiés. Et 6 juin, au soir, à Romanche est libéré. On ne s'est pas battu à Romanche. Il n'y a eu que quelques escarmouches qui ont eu lieu entre les Anglais qui, lorsqu'ils ont débarqué ici à Anel, ont contourné la position par la Rosière, qui est un petit village qui est à 1 kilomètre d'ici. Il y avait à ce moment-là un commando anglais qui a eu quelques escarmouches avec les Allemands. Les gens du radar se sont fait prendre sans de résistance qu'on connaisse. Donc à part quelques blessés, je crois que c'est tout ce qu'il y a eu comme bagarre. Déjà sur la plage, les géomètres sont au travail pour planter les repères en face desquels on installera les routes flottantes. « 7 juin, 17h50. À 2 km au large, le premier navire est sabordé par l'explosion de charge. C'est la Limbanque. Et c'est le début de l'opération Gooseberries, groseille. Pendant ce temps-là, à 5 km au large, dans le nord-ouest, on mouille par 20 mètres de fond les 6 premiers bombardons qui doivent jouer le rôle de brise-lames. L'opération sera achevée le 17 juin et constituera une ligne de 1,8 km de long. Enfin, fin d'après-midi, les premiers Phénix quittent le sud de l'Angleterre tirés par de puissants remorqueurs. 8 juin 44, c'est le tour de 7 autres bâtiments d'être sabordés. But de l'opération, former une première ligne de brise-lames pour permettre aux LST de décharger leur cargaison. Cette opération sera réalisée simultanément devant toutes les plages. Le 8 juin marque le début de la construction des digues artificielles avec le coulage de 2 caissons Phénix qui vont renforcer la ligne des navires sabordés. L'opération dure une demi-heure. L'équipage ouvre les vannes. Jusqu'à 12 000 m3 d'eau de mer s'engouffrent dans les soubassements et le caisson s'enfonce et se pose sur le sable. 9 juin 44, 4 navires viennent allonger les brise-lames vers l'est, alors que 2 caissons le prolongent vers l'ouest. Et les choses vont vite.
Telle une mécanique bien huilée, le premier tronçon de route flottante de 150 mètres de long est accroché à la plage d'Arromanches et on déroule les lignes d'ancrage. Le génie fait sauter la dynamite, le mur anti-char et les habitations, histoire de tailler à coups de bulldozer les voies d'accès. « 10 juin 44, les 2 derniers navires sont sabordés. La pose des Phénix continue à raison de 2 par jour. La priorité étant de construire au plus vite la grande digue nord de façon à protéger le port de la houle. Et les tronçons de route flottante continuent d'arriver, ainsi que les premières têtes de pont. « 11 juin, un Phénix est coulé pour débuter la 2e partie de la digue nord. 12 juin, 3 Phénix de plus. Les routes flottantes s'allongent. Le balai semble bien réglé malgré la houle qui rend délicate les opérations d'assemblage. Sitôt mis en place, on pose les chemins de roulement constitués de plaques d'acier. La première tête de pont est ainsi mise en place à 1,2 km de la côte. Les 4 pieds sont descendus jusqu'au fond de la mer. C'est l'épreuve de vérité pour les ingénieurs. 13 juin 44, 4 Phénix allongent la digue nord. Dans le plan d'eau calme, 2 autres têtes de pont sont positionnées. Pièce par pièce, le port préfabriqué, tel un gigantesque mécano, prend forme. Les routes flottantes s'allongent. 14 juin, soit 8 jours après le début du débarquement, 3 têtes de pont forment le premier quai flottant de 300 mètres de long. Il est relié enfin à la côte par 1,2 km de route flottante. Et c'est le déchargement du premier caboteur. Arromanches devient opérationnel. Le pari est gagné. 15, 16, 17 juin, on consolide la digue nord. 19 Phénix sont enfin en place. 6 têtes de pont alignées forment un quai de 750 mètres de long auquel accostent les bateaux. Et 2 routes flottantes les relient à la côte. Les camions qui venaient du front pour prendre du ravitaillement franchissaient la route de 1200 mètres. Ils étaient emplis des caisses de marchandises prises à quai. Et par une seconde route identique, l'arrivée des camions ravitaillés à la côte se faisait à l'extrémité du musée, là où se trouve la seconde cale. Voilà pour l'organisation du quai central qui fonctionnait en rotation. À l'ouest, on installe un quai de déchargement pour munitions relié à la côte par une route flottante de 750 mètres. 19 juin, à Arromanches, on décharge un LST transportant 50 véhicules et chars en 1 heure. Un véhicule, toutes les minutes et 20 secondes. Du jamais vu. Et chaque jour, c'est ainsi 5000 tonnes de matériel et 1400 véhicules qui partent alimenter le front. Mais le baromètre commence à baisser, le vent tourne de l'ouest au nord-est, direction pour laquelle le port d'Arromanches, comme d'ailleurs celui de Saint-Laurent, ne sont pas protégés. Et c'est la tempête. Pas le coup de tabac de printemps, non. La tempête du siècle, d'une violence inouïe, jusqu'à Forceneuf. Les vagues frappent de plein fouet les Phénix, passent par-dessus. Certains sont déplacés, d'autres sont éventrés. Les bombardons rompent leur ligne d'amarrage et se transforment en projectiles qui heurtent les péniches de débarquement et défoncent les parois en béton des caissons. Des navires partent à la dérive et sont jetés à la côte. Plus grave, à Omaha, la jetée flottante est heurtée par des LST. Les pontons métalliques se tordent sous les coups de butoir des vagues. Et durant 3 jours, ce fut l'enfer. Les Américains assistent, impuissants, à la destruction de leur port. Et le 22 juin au matin, voilà ce qui restait du mécano Burlbury, une vision d'apocalypse. 800 navires à la côte, 320 LST inutilisables. Plus grave,
le port de Saint-Laurent est transformé en amas de ferraille et est irréparable. Mais pourquoi un tel désastre, alors que ces ports ont été conçus pour résister aux tempêtes? Il y a eu un faisceau de choses qui a amené la destruction du port américain. Apparemment, tout d'abord, les caissons ont été ancrés en eau trop profonde. Lorsque la tempête est survenue, ces caissons se sont en allés plus facilement, alors que ceux d'Arromanches n'ont pas bougé, voyez-vous. La deuxième chose, la conformation du terrain n'était peut-être pas très favorable. À Omaha, il n'y a qu'un fond de sable. Ici, à Arromanches, les Britanniques ont pu couler leur caisson Phoenix sur le contrefort des rochers du Calvados. Effectivement, on a pu constater pendant la tempête que cette digue a bien tenu. Les Britanniques, afin de rigidifier leur route flottante, faisaient partir de chaque côté des câbles prolongés par des ancres dites ancres cerfs-volants. Les Britanniques, eux, ancraient tous leurs éléments, de part et d'autre, pour donner une rigidité maximale à la route. Apparemment, selon des témoignages que nous avons reçus, les Américains se sont contentés d'ancrer un flotteur sur 3. Bref, les Américains ont payé cher leur négligence. Reste que la destruction de ces ports fut une vraie catastrophe pour les Alliés, dont la ligne d'alimentation ne devait pas être interrompue. Du coup, dans l'urgence, on décide d'abandonner le port d'Omaha pour concentrer tous les efforts sur celui d'Arromanches, dont la construction va être achevée la première semaine d'août, avec la construction de la jetée Est. Arromanches, c'est donc 18 navires coulés, 115 caissons, 8 km de digues, 4 km de routes flottantes et 1 km de quais de déchargement. Et durant 6 mois, il va devenir le plus grand port commercial du monde. Et voilà, Arromanches, tel que les pilotes américains ont pu le découvrir en le survolant. Sans Arromanches, sans son support logistique, sans ses milliers de véhicules, sans son million de tonnes de munitions et de matériel, le débarquement n'aurait pas pu être réussi. C'était une ville flottante. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Surtout dans un petit village où il y avait 200 ou 250 habitants à l'époque. Ici, c'était une marée humaine qui a déferlé. Je suis maire d'un petit pays de 250 habitants. Il y a eu 20 000 Anglais pendant 3 mois. Ils étaient dans toutes les maisons, ils étaient dans tous les champs sous des tentes, avec des trous individuels sous les pommiers. Il y avait des dépôts partout. Pour faire fonctionner un port de cette importance, il y avait toutes les défenses des caissons, avec des gens qui étaient installés à demeure sur les caissons. Il y avait les gens qui faisaient fonctionner les plateformes. Il y avait ceux qui s'occupaient des débarquements, des grues, ceux qui ravitaillaient. Il faut savoir qu'il y avait à vapeur qui, tous les jours, emmenaient la popote chaude aux soldats. Il y avait même un rêveur en père qui était là pour sauver les âmes des soldats anglais, qui s'occupaient des Anglais en particulier. Il y avait toute une logistique d'une ville. Sur le seul quai central, on a déchargé 239 000 tonnes. On n'avait jamais vu tant de véhicules de toutes les sortes, entre les camions, les jeeps, les canards, ce qu'on appelait le duck, quoi. Il y en avait 460 sur Gold, basé à Port-en-Bessin et principalement à Arromanches. À Arromanches, 350 amphibies ducks ont manutentionné, si j'ose dire, à eux seuls, 290 000 tonnes de ravitaillement. Pour la seule jetée Est, fin octobre, on avait atteint les résultats suivants. Débarquement de 39 000 véhicules et de 220 000 hommes. Mais la prise des ports d'Anvers le 4 septembre et celle du Havre le 12 septembre condamnent à terme le port artificiel qui devient trop éloigné de la ligne de front. Et l'hiver approche. Eisenhower décide donc d'abandonner Arromanches.
Il cessera toute activité le 18 novembre après 6 mois de fonctionnement. Et la suite, c'est une descente aux enfers. Ils ont démonté tout, les Anglais, et ils ont ramené tout en Angleterre, tout ce qui pouvait flotter. Et après, ils se sont attaqués aux vieux bateaux. Eh oui, les côtes normandes ont des allures de Capharnaüm. Sur les plages du débarquement, abandonnés les navires à sec au large. 54 navires s'abordaient. En tout, 300 000 tonnes de ferraille qui excitent les convoitises. Il y a eu quelques navires qui étaient renflouables, qui avaient été sabordés, mais qui n'étaient pas trop abîmés avec le mauvais temps. Ils ont réussi à en faire flotter quelques-uns, mais 15% à peu près de ce qui avait été coulé, même pas. Et après, il a fallu avoir recours aux entreprises de démolition d'épaves, de démolition navale, c'est-à-dire des ferrailleurs équipés de scaphandriers, de pontons grues. Alors c'était des grands marchés avec l'État, parce que les Alliés ont abandonné leurs épaves à l'État français pour que l'État français puisse prendre la charge et la responsabilité de déblayer toutes ces ferrailles. Durant 20 ans, de 1950 à 1970, les plages normandes sont donc devenues des chantiers de ferraillage où l'on pouvait voir à marée basse des navires échoués découpés par tronçons pour finir dans les fours des aciéries de Caen. Jacques Lemonchois est l'un d'eux. Il a commencé à travailler dans les années 70. Une vie et des émotions, car derrière son physique de baroudeur, il y a un homme de cœur. On a tombé sur des objets qui étaient tellement proches des hommes, on n'a pas pu rester insensible. Donc moi je me suis fait piéger par l'histoire. J'ai eu la vocation de faire quelque chose pour laisser une trace de ça. Parce qu'avant moi, personne n'a rien gardé. Hein. Tout était vendu, c'était coupé, c'était sur la bascule, les belles pièces qu'il y a eu, des choses magnifiques ont été cassées, c'était des métaux, point. Jacques en a fait un musée mouvant. Il y a là les objets d'une vie. Les seringues destinées à sauver des hommes. Les cigarettes. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Oui. De combien de souffrances avez-vous été les témoins? Au fond de l'eau, Jacques Lemonchois a retrouvé la carcasse d'un LST retourné qui a coulé avec sa cargaison de chartreux neufs. Sous le siège, les affaires du conducteur. On y travaille toujours, parce qu'il y a encore des épaves encore dangereuses, il y a encore plein de ferrailles partout. Tout n'a pas été enlevé. Mais maintenant, elles se désagrègent. Il y a quand même des épaves qui sont quand même de la dentelle et sont moins dangereuses. Elles sont effondrées d'elles-mêmes. Mais il en reste encore énormément. Le site d'Arromanches aujourd'hui. À 2 km au large, les silhouettes des phénix. Des 8 km de digues artificielles, il ne reste qu'une vingtaine de blocs de béton. Dans quelques années, ils vont disparaître, effaçant à jamais les traces de ce qui aura été la plus formidable réalisation technologique de la Deuxième Guerre mondiale. Un pari insensé que des hommes ont su gagner pour notre liberté. Je crois que ce qui a marché, c'est la simplicité et l'ingéniosité avec laquelle ont été construits le port. Car quand on pense que d'être capable de concevoir sur papier un port de cette importance, de le préfabriquer, car c'est un port préfabriqué, en Angleterre, de le tracter à travers la Manche et de l'assembler ici en quelques jours pour le rendre opérationnel, il faut savoir que quelques jours après, 7000 tonnes, 8000 tonnes de marchandises étaient débarquées chaque jour. Il faut savoir également qu'au moment de la bataille de Caen, quand Montgomery a eu le plus besoin de matériel, il fonctionnait à 22 000 tonnes par jour, ce qui faisait de lui le port le plus important du monde à ce moment-là. Donc c'est la simplicité, l'ingéniosité, toutes ces plateformes, ces routes flottantes qui montaient, qui descendaient avec la marée, qui permettaient aux bateaux 24 heures sur 24 d'accoster et de pouvoir décharger. Je crois que si nous devions refaire ce port aujourd'hui, nous serions certainement capables de le refaire, mais avec une technicité beaucoup plus grande, avec des problèmes beaucoup plus grands, et des gens qui doivent être au fait du problème beaucoup plus nombreux. C'est peut-être la rusticité et la simplicité qui ont fait que ce port a bien fonctionné, et a même très bien fonctionné.